est-ce qu'au final, le risque de blessure d'avoir bougé Non. ne serait pas Ah ouais, beaucoup non. plus faible que le risque Non, de ne non, non. pas De avoir toute bougé? façon, la pratique d'une activité physique restera toujours supérieure par ses bienfaits au risque qu'elle occasionne. Je te prends l'exemple typique de quelqu'un que je connais, c'est mon beau-père, qui a fait 3 infarctus. La curiosité est plus importante que la connaissance, et cela vaut également pour le sport. Pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'écouter ceux qui sont passés par là pour aller plus vite. Ici Thomas, bienvenue dans le Rengo Podcast. Au programme des interviews, des rencontres, des débats autour du crossfit, de la santé physique et mentale, de la performance et plein d'autres choses. Alors accrochez-vous. Bonjour, bienvenue à tous au Rengo Podcast. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir rencontrer des professionnels, mais à la fois parler du CrossFit et de santé générale. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume. Bonjour, Comment ça va, Guillaume? ça va très bien. Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé? Ouais, bon, c'est pas habituel pour moi, mais je vais m'y faire. Vas-y. Ok, nickel. Aujourd'hui, c'est notre première interview. Donc, tu es le premier. En plus, je suis le premier. Tu es un peu l'ambassadeur numéro 1 de la salle. L'idée ici, aujourd'hui, on va commencer par une première présentation. Et puis, on ira en profondeur dans la spécialité que Guillaume pratique tous les jours. Donc, Guillaume, si tu peux te présenter et revenir à partir de l'âge de 17 ans. Bon, alors je m'appelle Guillaume Dagnoli. Je suis médecin généraliste à Curgy, à côté de Valenciennes, depuis maintenant 9 ans, installé depuis 9 ans. Alors, si je reviens à 17 ans au lycée, j'étais un jeune homme plutôt sportif quand même. Ouais. J'étais pas trop dans les délires, alcool, tout ça. C'était pas mon truc, mais j'étais vraiment plus dans le trip sport. À l'époque, je faisais beaucoup d'escalade. Ok. Bon, après, j'ai arrêté avec mes études de médecine. J'ai pas pu poursuivre. Je pouvais pas tout faire. Voilà. Donc, j'ai mis un peu le sport de côté. À 17 ans, bah, écoute, j'étais un jeune qui se posait pas beaucoup de questions, qui pensait pas trop non plus à l'avenir, qui vivait tranquillement son adolescence. Normalement, je dirais. Voilà. En pratiquant le sport. T'as été où au lycée? Au lycée Notre-Dame à Valenciennes. Ok. Moi, je suis né à Denain. Et très vite, j'ai atterri à Valenciennes au collège, à Sainte-Marie, avec Pierre-Jean. Puis au lycée Notre-Dame, avec Pierre-Jean. On a passé le bac ensemble. On a passé nos premières années de médecine ensemble, d'ailleurs. Et puis en fait, je suis tout le temps resté dans la région, quoi. Ok. Voilà. Et à quel moment dans ton parcours de lycée, tu t'es dit je veux devenir médecin Je pars en généraliste? médecine. Ça devait être peut-être en première ou en terminale. Et finalement, moi, mes parents ne sont pas du tout dans le milieu médical. En revanche, au lycée, j'avais pas mal de potes dont les parents étaient médecins, chirurgiens, ophtalmo, chirurgiens. Et puis, j'aimais bien les sciences. J'ai fait un bac S. Et je voulais poursuivre dans ce côté scientifique, mais le rendre très concret rapidement. Et bon, la médecine, j'ai trouvé ça je trouvais que je pouvais à la fois allier ce côté scientifique et puis un côté humain, social qui me branchait pas mal. Et je pense vraiment que je suis parti en médecine pour suivre un peu les potes à l'époque, quoi. Ok. Tu as commencé tes années de médecine dans quelle fac? À la faculté publique de Lille. Ok. J'ai tout fait à Lille, tout. De la première à la dernière année, mon internat à Lille. Je suis resté à Lille tout le temps. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui ne sont pas du métier quel est le cursus pour arriver jusqu'au diplôme? Il faut un bac. Alors aujourd'hui, je ne connais plus trop. Ça a un peu changé. Ça a été modifié il y a 1 an ou 2, peut-être 3 ans d'ailleurs. Il faut un bac plutôt scientifique, forcément. Mais à mon époque, on pouvait même faire médecine avec un bac littéraire. Tu t'inscris, c'est une faculté publique, donc en fait, tu pouvais t'inscrire. Tout le monde pouvait s'inscrire. Je pense qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, c'est plus possible. Mais à mon époque, c'était comme ça. La première année de médecine, c'est un concours
Donc il y avait un numerus clausus. Donc, je ne sais plus combien on était, peut-être 2000. Et sur 2000, ils en prenaient, je crois que c'était 421 en médecine. Si tu es dans les 421 premiers, tu peux partir en médecine. Ensuite, suivez les dentaires, les sages-femmes et les kinés. Ça, donc, c'est la première année, très difficile. Ensuite, une fois que tu rentres dans le clausus, tu passes en deuxième année de médecine. Et là commence une formation ça reste très théorique encore. La deuxième, troisième année, ça reste très théorique. Et à partir de la quatrième année, on a des stages hospitaliers. Donc on choisissait nos stages. Il y avait un roulement en fait. La promotion était divisée en groupes. Et je pense que c'était par ordre alphabétique tout simplement. Okay. Et en fait, il y avait des stages obligatoires et des stages de découverte. Donc, obligatoire, on devait passer en chirurgie, on devait passer en pédiatrie, on devait passer aux urgences, on devait passer, je ne sais plus trop où. Et après, on avait le droit d'aller un peu où on voulait, quoi. Et j'imagine que c'est dans ces stages-là que tu t'es rendu compte que la branche généraliste, c'était plus ce qui t'attirait ou pas encore? Pas spécialement. En fait, depuis même petit, le côté médecin me plaisait bien. Tout à l'heure, en venant jusqu'ici en voiture, je pensais à ça d'ailleurs. Moi, mes parents étaient boulangers-pâtissiers à Denain et je les aidais pas mal à la boulangerie. Je servais à la boulangerie et je me souviens quand j'avais peut-être 14-15 ans, je voyais mon médecin de famille à moi depuis la boulangerie et il rentrait dans une maison, il sortait et il rentrait dans la maison voisine, il sortait et il rentrait dans la maison d'à côté et avec sa petite sacoche. Il tapait à la porte et il n'attendait pas qu'on lui ouvre la porte, tu vois, il poussait la porte lui-même, il rentrait. Et je disais, putain, ça c'est génial en fait, le mec il peut rentrer chez les gens comme ça, il voit ce qui se passe dans les maisons. Et c'est ce côté-là un petit peu rentrer dans une famille, nouer un lien de confiance et d'empathie qui aujourd'hui me plaît le plus dans mon métier. Voilà. C'est pas tellement. Moi, moi c'est très concret. C'est très pratico-pratique. Je vais chez des patients pour résoudre un problème immédiat. J'ai pas besoin de... C'est une médecine de premier recours, si tu veux. Oui. J'ai pas de plateau technique. Je peux pas passer un scanner comme je veux. Je peux pas faire une prise de sang comme je veux, immédiatement comme à l'hôpital. En stage, à l'époque, à partir de la 4e année, on apprend une médecine quand même qui est très hospitalière. Et c'est une médecine qui devient... Ce que j'ai appris moi comme médecine, c'est déjà très technique. J'aime bien dire que maintenant, les spécialistes sont plus des ingénieurs de la santé que réellement un vrai médecin qui noue un lien d'empathie réel avec son patient. Je ne dis pas qu'il faut les deux. Il faut les bien deux. sûr. Mais on a vraiment appris le côté théorique et pratique, mais dans le sens technique du terme. Ça me sert au quotidien, parce que c'est la base de la médecine. Mais je me l'approprie différemment en médecine de ville. Voilà. Ok. Donc, tu as fait 4e, 5e, 6e. 6e année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'externat. Ouais. Donc là, en fait, tu tournes en stage sur toute la région. Donc, moi, j'habitais à Lille. J'avais un appart à Lille. Donc, on pouvait faire des stages au CHU de Lille. Mais on pouvait aller aussi quasiment dans tous les hôpitaux de la région du Nord-Pas-de-Calais. Donc, tu pouvais te retrouver à Boulogne, à Armentières, à Valenciennes, à Denain, à Le Quesnoy, je ne sais même plus où, enfin dans tous les hostos du coin, quoi. Et toi, tu as fait? Moi, je suis passé dans beaucoup d'hôpitaux. Hein. Je suis allé à Valenciennes, je suis allé à Lille, je suis allé à Armentières, je suis allé... Je ne sais même plus... Je suis allé à Boulogne, parce que j'avais un copain qui avait une maison au Touquet, donc on squattait au Touquet. C'était pratique pour coupler C'était pratique, on changeait d'air. Mais oui, on a pas mal bourlingué dans la région. Ouais. Ok. Ouais, Roubaix, Tourcoing. Non, mais des hôpitaux, il y en a beaucoup. Hein. Et on est quand même 421 par promo. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont un peu plus. Donc en fait, il faut qu'on se répartisse un petit peu dans tous les services hospitaliers pour qu'on puisse quand même
voir des patients, pouvoir toucher un ventre, pouvoir poser un interrogatoire et apprendre notre moule, quoi. Très bien. Voilà. Ça s'apprend au lit du malade, la médecine. On l'apprend dans les bouquins, mais après, tu as beau connaître la théorie, il faut savoir interroger un patient et l'examiner et aboutir à un diagnostic. Donc, Tu nous disais tout à l'heure en off que tu avais fait 9 ans d'études. Entre la 6e et la 9e année, c'est quoi? Du coup, c'est un stage? En fin de 6e année, ça vient de changer encore, mais à mon époque, en fin de 6e année, il y avait le concours de l'internat. Donc ça, c'est un concours national, encore un classement. Comme toujours. On aime bien les classements en médecine. Me demande pas mon rang de classement, je ne m'en souviens plus du tout. J'étais plutôt loin quand même. Et en fait, donc c'est un concours national. Donc tous les externes de fin de 6e année français passent le même concours partout en France au même moment. Ok. C'est écrit, il n'y a pas d'oral, il n'y avait jamais d'oral. Ce n'est que écrit. Et en fonction de ce résultat d'internat, un classement est établi. Et là, tu peux choisir et ta spécialité et l'endroit où tu peux être admis. Donc moi, j'ai eu médecine générale à Lille. Et finalement, au fil des années, c'est ce qui me semblait le plus judicieux pour moi, parce que pour plein de choses, un peu de lassitude. Après, les spécialités, c'est très dur, c'est très long, c'est énormément de responsabilités, c'est énormément de... Bon, Medjay aussi, mais nous, notre internat dure 3 ans. Une spé, c'est au minimum 4, 5, voire 6, voire parfois plus, un clinica. Enfin, bon, c'est beaucoup. C'est lourd. Ouais, c'est très, très lourd. Ce sont des études très longues, très difficiles, qui te prennent toute ta vie, en fait. Je sais que même moi, jusqu'à ma 9e année, jusqu'à ce que je passe la thèse, je ne pensais qu'à mes stages, qu'à ma thèse, voilà, tout tourne autour que de ça, quoi. C'est tout ça. Le temps. Ta thèse, tu l'as fait sur quoi, si tu t'en souviens? Ma thèse, le sujet exact, j'ai évalué la prise en charge des pneumopathies aiguës communautaires en ville, les infections pulmonaires. Ok. Pour faire simple. J'ai fait une thèse pour évaluer comment les Medjay dans le Nord prenaient en charge leurs patients atteints d'une infection pulmonaire. Ok. En ville. En ville. C'est une thèse de médecine générale, donc j'ai voulu faire ça en ville. Ok. Et ça, c'est des choses que est-ce que c'est très théorique ou tu vas au contact des patients, tu fais des études statistiques comme on peut avoir ça en fait, c'est des stats. Non, non, je suis pas allé au contact des médecins généralistes, bien que j'ai quand même dû les contacter par téléphone et par courrier pour leur envoyer un questionnaire. Oui. J'ai établi un questionnaire auquel ils m'ont répondu. Et en fonction de ces réponses, j'établissais des statistiques. Et là-dessus, ensuite, on établit, on évaluait cette fameuse prise en charge. Voilà, quoi. Ok. J'en ai pas un grand souvenir de ma thèse. Mais bon, c'est pas, c'était plus. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais en même temps. Non, il y a déjà 9-10 ans, je crois. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'était la fin des études. J'avais envie de m'installer vite parce que j'ai eu une opportunité à m'installer à Curgy. Un médecin partait à la retraite, le médecin de ma femme, que j'avais déjà pu remplacer pendant mon internat. Nous, les Medjay, au bout d'1 an et demi d'internat, on avait le droit de commencer à faire des remplacements. Donc de travailler comme médecin remplaçant pendant nos congés. Donc quand je posais des congés durant mon internat, c'était pour aller faire 1 semaine ou 2 de remplacement, principalement à Curgy, là où je me suis installé par la suite. Ce qui m'a permis d'apprendre à connaître la patientèle. Exactement. Et puis tout doucement, la transition s'est faite avec mon prédécesseur. Très bien. Voilà. On va revenir plus sur des questions de sport un petit peu. Mm-hmm. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que pendant tes années d'études, tu n'as pas pu faire beaucoup de sport. Tu arrivais quand même à trouver du temps oui. Non, mais j'avais du temps libre quand même. Mais je l'occupais à autre chose. Je sortais pas mal, je traînais avec les copains. Voilà. Non, c'était ça. Ok. Parce que ça nous permettra après de transitionner vers d'autres questions un peu plus tard, surtout au niveau des idées reçues. Mais toi qui es en contact beaucoup avec beaucoup de gens tous les jours, beaucoup de gens considèrent
ne pas avoir le temps Complètement. de faire du sport. Euh, Toi, qui avais quand même des études assez lourdes de médecine, tu as quand même pu trouver du temps pour pouvoir faire du sport. Qu'est-ce que tu as en face de toi au quotidien par rapport à cette situation? C'est principalement le rythme de vie qui contrarie les gens à pratiquer le sport. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre un exemple très simple. Je suis le médecin, je pense à quelqu'un en particulier, une dame mariée, elle doit avoir 3 enfants, elle est instite, je pense même qu'elle est directrice d'école, ce qui lui prend quand même beaucoup de temps. Elle a 3 gamins, son mari travaille à temps plein, en plus il est commercial, donc il est pas mal sur les routes, donc c'est elle qui gère les enfants aussi. Bon, dans cet emploi du temps-là, comment se libérer du temps pour elle pour aller faire du sport? Je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais en même temps, est-ce que tu te sens pas mieux une fois que tu as fait un peu de sport le soir, même si tu vas à ta séance de sport déjà fatigué de ta journée ou de ta semaine? Je pense que tu te sens mieux après. Sur le plan psy, sur le plan même physique, tu te sens plus léger. Voilà, y a tout un stress qui peut s'évaporer par cette activité physique. Mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne vont pas faire ce saut dans l'activité physique, vers l'activité physique, par c'est, je ne sais même pas comment t'expliquer ça, par le rythme de vie qui fait que y a toujours ça, les enfants, les devoirs, la toilette des enfants, on prépare la journée du lendemain, bon, voilà, l'entretien de la maison, enfin, tu vois, tout est bon pour remettre à demain, quoi. C'est ça. Mais, à contrario, tu peux être un bon exemple aussi pour eux. Toi, actuellement, avec ton épouse, et tu as 3 enfants aussi, Ouais. qu'on connaît tous très bien, Ouais. qu'ils ont aussi un emploi du temps chargé. Toi Oui. aussi, tu as un emploi du temps chargé. Est-ce que tu ne penses pas que c'est pas vraiment un manque de temps, mais plutôt une question d'organisation? Oui, si, certainement. Une question d'organisation et puis d'habitude de vie. C'est-à-dire que bon, l'organisation, si tu vas tu veux aller faire un footing le soir autour de chez toi, il n'y en a pas forcément pour 3 heures. Tu vas courir quoi, une demi-heure, c'est toujours mieux que de rester assis dans le fauteuil. Donc tu vas courir une demi-heure, tu prends une douche, tu te rhabilles, allez, ça te prend maximum 1 heure finalement. Donc oui, c'est une question d'organisation, c'est une question d'habitude, et c'est avant tout une question organisationnelle, tu as raison. C'est vraiment, on s'y tient, quoi. Voilà, il faut faire une espèce d'emploi du temps, se dire, bon, là j'y vais, là je fais ça, là, et s'y tenir. Parce que souvent, ça ne représente pas beaucoup de temps non plus. Non, finalement, et puis encore une fois, c'est pas forcément... Alors tu vas te dire, ouais, je vais perdre 1 heure à aller faire du sport, mais en fait, tu perds pas cette heure-là, parce que moi, perso, quand je sais que même entre les midis, maintenant, je vais faire un WOD vite fait à la salle, je me dis, bon, j'ai mes visites le matin, je reprends mes consultes, je mange en speed, mais finalement, je suis plus détendu après un WOD en speed le midi. En reprenant mes consultes à 14h, je serais plus détendu que si je ne l'avais pas fait. Donc, tu ne perds pas forcément au change à aller pratiquer un peu de sport, que ce soit le midi, le soir ou même le matin. Parce que ça te procure quand même un bien-être qui fait qu'en fait, le train-train quotidien, tu vas mieux le supporter et mieux le vivre. Mieux le vivre, même pas le supporter, juste le vivre. C'est ça. Voilà. On en discutait hier avec une adhérente, Charlotte, qui est kiné et qui fait partie d'un programme de réhabilitation sport, on va l'appeler comme ça, par rapport aux personnes qui sont en situation d'obésité. Et elle a donné une image qui est tellement forte par rapport à eux, dans leur faire confiance, dans leur faire comprendre que c'est important pour eux. C'est que, en fait, quelqu'un qui est diabétique et qui ne prend pas son traitement, en fait, très vite, il va être en situation de danger et donc, du coup, il va prendre son traitement. Que des personnes en situation d'obésité, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est contraignant physiquement, mais qui n'est pas alarmant sur le moment. En fait, c'est la différence entre penser à court terme et penser à long terme. Et donc, l'image qu'elle a donnée, c'est de leur dire, voilà, pour l'instant, vous avez l'impression que ça ne vous fait rien, mais vous n'êtes pas éternel.
Oui, C'est, oui, que ça n'aurait pas forcément de conséquences, mais ça en a forcément. ça en a forcément. Ah, bah, bien Et sûr. c'est surtout que la cause du mal, là, elle est directe, quand par exemple un diabétique ne prend pas sa médicamentation, alors que là, c'est plutôt des conséquences à long terme par Oui. rapport à l'obésité. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Euh, Toi, par rapport à toi personnellement, euh, est-ce que tu as un objectif physique particulier ou c'est plutôt se déstresser et se détacher mentalement du travail et de la charge quotidienne, le sport? C'est un peu des deux. Bon, on pratique le tennis dans la famille. Un petit Bon, peu. moi, je suis à un petit niveau, mais quand je fais un match de tennis, c'est avant tout une dépense physique. Bon, il y a un aspect un peu mental, la volonté de bien jouer, de faire des beaux points. Bon, voilà. Mais outre ça, c'est d'abord et avant tout une dépense physique. Et quand tu vas faire un match à 21 h après ta journée de 12 heures de consulte, t'es pas forcément aligné, n'est pas forcément bien aligné dans ta tête pour être efficace et gérer tes émotions pendant le match. Et si déjà tu as ce bien-être physique euh, sur le terrain, ça peut déjà aller que mieux dans ta tête. Bon, ça c'est pour le côté tennis. Euh, Si physiquement tu es moins essoufflé, c'est plus facile pour toi parce que tu te déplaces mieux, tu es plus léger, tu es plus rapide. Bon, voilà, mentalement, c'est plus facile de jouer. Après, dans mon quotidien, ouais, c'est une dépense physique. Cette dépense physique que je peux avoir à la salle, elle m'aide à rester plus zen parce que je me sens beaucoup plus serein. Ça me procure vraiment un bien-être. Voilà. Ok. Et j'ai l'impression que ça permet de vraiment me donner une humeur beaucoup plus stable, beaucoup plus constante. Ok. Et à contrario, parce que bon, les personnes qui nous écoutent en format podcast ne te voient pas, mais ceux qui sont en format vidéo te verront. Tu as un profil plutôt élancé, naturellement. Et j'en reviens aussi par rapport à la situation d'obésité avec Charlotte. C'est que, à l'inverse, il y a des personnes qui ne font pas de sport parce qu'ils considèrent que physiquement tout va très bien et que naturellement, génétiquement, ils sont amenés à avoir un métabolisme qui leur permet de ne pas stocker entre guillemets de graisse. Parce que c'est souvent ça aussi que les gens, quand on va parler de CrossFit, c'est que souvent ce qui les remet au CrossFit et à s'intéresser au CrossFit, c'est que ils savent de par l'expérience et par les visions du CrossFit que c'est quelque chose pour se remettre en forme et surtout perdre de la Oui, masse grasse. Que les gens, par exemple, qui sont un peu plus élancés, vont se dire naturellement, ils ne sont pas dans un objectif physique là, entre guillemets, mais ouais, plutôt d'objectif long terme de nouveau. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Comment te répondre? Enfin, que te répondre? Oui, quelqu'un qui sera en surpoids ou en obésité, il aura peut-être toujours cette barrière à se dire, bon, bah, de toute façon, je suis obèse, qu'est-ce que je vais aller faire dans une salle de sport? On va me regarder, on va me juger, on va me ci, on va me là. Puis de toute façon, je n'arriverai pas à faire ce qu'on va me demander, je n'arriverai pas à courir, j'arriverai pas. En fait, tout le monde est capable de courir. Que ton IMC soit à 18 ou à 32, tu courras moins vite avec un IMC à 32. Mais tu peux quand même au moins aller marcher. Tu peux marcher régulièrement à un rythme qui, avec une fréquence de plus en plus régulière qui va te permettre de brûler plus de calories, de maigrir, de perdre un peu de poids. Puis petit à petit, en perdant du poids, tu te rends compte de l'efficacité sur le plan physique, sur le plan physionomique, même tu te vois changer. Et puis, et du coup, psychologiquement, ça peut aussi te donner un boost. Et puis, du coup, c'est un cercle vicieux dans lequel tu vas glisser tout doucement. Un bon cercle vicieux. Je continue. En fait, c'est efficace. Ça marche. Je me sens mieux physiquement, je me sens mieux psychologiquement. J'ai une image de moi, je reprends un peu confiance en moi. J'ai une image de moi qui change, qui se bonifie. Et donc, c'est que du plus, quoi. Maintenant, on va essayer de revenir un petit peu au métier de médecin généraliste. Mhm. Quels sont fondamentalement les rôles ou les principaux rôles d'un médecin généraliste au quotidien pour rentrer un peu plus en détail dans ce que tu fais au quotidien, si tu veux donner par exemple une journée type, le genre de choses que tu peux faire, le genre de spécialités sur lesquelles tu peux agir. Bon, alors moi, je suis médecin généraliste, donc en fait, je suis un peu touche à tout. J'aime bien dire que je suis médecin de famille. Je me considère plus médecin de famille qu'autre chose. Dans le sens où moi,
j'essaie toujours de créer un lien, un vrai lien d'empathie avec mes patients pour connaître beaucoup de choses de leur vie. Je rentre vraiment dans l'intimité des gens, d'accord ? Moi, je vais chez tout le monde, je rentre, je parle, je m'occupe d'un couple, de leurs enfants. Souvent, j'ai les grands-parents, je suis dans un village, donc c'est quand même... c'est beaucoup de familles qui vivent, tu sais, les uns proches des autres. On n'est pas dans une grande ville, tout le monde connaît tout le monde. Tous les jours, tous les jours, je rencontre... alors, qu'est-ce que je fais tous les jours ? Le rôle du médecin généraliste, c'est un rôle de diagnostic, de prévention, de gérer les problèmes, j'allais dire assez simples, un peu de bobologie, tu vois, les grippes, les gastro, les rhumes, c'est de la médecine de premier recours. Je suis plutôt très, très accessible. En fait, c'est essayer de se rendre accessible pour aider la population au quotidien. Maintenant, je gère aussi des pathologies. Alors, il y a des pathologies aiguës, quelles qu'elles soient. Bon, moi, je ne vois pas trop d'infarctus, tu vois, je ne vois pas des AVC, quoique parfois, c'est moi qui fais le diagnostic, j'appelle le 15 et ils viennent chercher le patient. Ça arrive de temps en temps. Mais je gère des maladies chroniques, je gère des patients qui ont des cancers, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont des maladies rhumatismales, je sais pas moi, qui ont fait des infarctus du myocarde. Ça, c'est mon quotidien. Je gère les traitements, je peux modifier les traitements, je peux les adapter, je peux les intensifier, les alléger. Après, le côté prévention, c'est plus tout ce qui va être dépistage du cancer du côlon, s'assurer que les femmes fassent bien leur mammographie. Bon, je pratique pas de gynéco, mais les frottis utérins, une prise de sang de temps en temps, tu vois. Si je vois un patient que j'ai pas vu depuis quelque temps, surveiller sa tension artérielle. Bon, d'ailleurs, la tension, je la prends quasiment à tout le monde, mais Donc tu fais, si je peux résumer, tu fais à la fois de l'actif, dans le sens que tu es dans le réactionnel, c'est-à-dire la personne est malade, tu viens, tu interviens, et à la fois dans le préventif, pour tout ce qui est batterie de tests récurrents de manière générale, Totalement. que tu connais bien de par l'empathie et la connaissance des gens que tu as. Et puis oui, en fonction de leur âge, en fonction de leur comorbidité, de leurs antécédents familiaux. Si je connais bien leur dossier, si tu veux. Comme on se voit quand même assez régulièrement, c'est mon rôle que de gérer tout ce côté dépistage et préventif. Et est-ce que toi, dans l'image que tu as désormais, enfin pas l'image que tu as, mais la pratique que tu as désormais par rapport à ton prédécesseur, que tu parlais tout à l'heure, qui allait dans chaque maison, est-ce que toi, tu es plus dans la réception, c'est-à-dire que les gens viennent te voir, ou est-ce que tu vas chez eux directement désormais ? Alors, moi, je suis le médecin généraliste de manière générale. En France, il fait de moins en moins de visites à domicile. Ouais. Néanmoins, moi, je suis en milieu, j'aime bien dire que c'est semi-rural. C'est la campagne, mais on est... Le SAMU, je dis toujours, le SAMU de Valenciennes, il est chez moi en 10 minutes. Allez, un quart d'heure à tout casser. Donc, je ne suis pas non plus perdu en plein milieu du plateau du Larzac, tu vois, vraiment loin de tout, quoi. C'est ça. Donc, moi, je pratique les visites à domicile parce que dans les petits villages sur lesquels je travaille, j'ai des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, qui n'ont plus de voiture, qui sont en perte d'autonomie et qui sont plus capables de sortir de chez eux. J'ai des mamies, des papis qui ont 75, 80 ans, voire même plus. Et si je ne vais pas chez eux, eux ne peuvent pas se déplacer. Voilà, ils ne peuvent plus. C'est plus possible. Par leur pathologie, par leur âge, par leurs différents problèmes de santé. Et aussi parce qu'on est en milieu rural, donc c'est très compliqué, tu vois. Le village d'à côté, mais il y a 5, 6, 7 kilomètres, elle ne va pas venir à pied ou à vélo. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de... Voilà. Bien sûr. Donc c'est à moi d'y aller. Et donc tous les jours, moi je pratique des visites à domicile tous les jours. Ok. Ça représente, si tu peux le dire,
Quel volume de patients en général? Par jour, je fais allez, on va dire entre 8 et 6 et 10 visites par jour Ok, à domicile. à domicile. Mais de manière générale, combien tu vois de patients par jour au total? Ça dépend des jours. Moi, je travaille beaucoup. J'ai des grosses consultations. Je vois entre 50 et 60 patients par jour. Et en volume total de patients que tu as? Alors, j'ai pas regardé récemment, mais j'ai une grosse patientèle. Je dois être à 2400 patients, ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. C'est Ce qui beaucoup. est énorme. Nous, au sein de CrossFit Rengo, on a déjà un nombre d'adhérents assez conséquent pour une salle de CrossFit. Et là, je me dis qu'on est sur un volume qui est 6 fois plus élevé que ce que nous, on gère au quotidien. Donc, c'est déjà... Après, c'est Ouais, quelque chose, après- c'est plus... Tu n'as pas un contact récurrent comme nous, on peut Oui, l'avoir. voilà. Mais ça représente quand même J'ai beaucoup des de gens. patients, j'allais dire, obligatoirement réguliers parce qu'ils ont des pathologies chroniques euh, que je dois voir tous les mois ou tous les 3 mois. Et puis, dans mes 2400 patients, il y a des patients que je vois peut-être une fois par an pour faire un bilan de santé annuel, pour un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport, pour un problème aigu, une grippe, une gastro, un arrêt de travail parce que le mec a la gastro, Ouais. tu vois, voilà. Et souvent, il y a plein de gens que je vois une fois, one shot par an. Et il y a des patients que je dois voir beaucoup plus régulièrement. Le patient cancéreux qui est en pleine chimio et qui est pas bien, lui, je vais le voir plus souvent. Ok. Quels sont les principaux défis que tu as au quotidien, que ce soit d'un point de vue logistique, c'est-à-dire d'organisation par rapport à toi, mais aussi les maladies ou les choses qui reviennent de manière récurrente au niveau de santé publique? Bon, alors, le principal défi actuellement, c'est que la démographie médicale est en baisse croissante. Il y a de moins en moins de médecins. Ok. Donc, les médecins qui sont présents, ils ont une demande de plus en plus forte. Et donc, j'essaie de répondre à un maximum de patients, d'où mon volume de patients assez important chaque jour. Mais chaque médecin fait ce qu'il veut, en fait. Moi, j'ai des amis médecins, ils envoient 25-30 patients par jour. Parce que ça leur va, parce qu'ils travaillent plus lentement, parce qu'ils ne veulent pas travailler plus, parce que pour plein de raisons. Euh, le principal défi aujourd'hui qui se pose à moi, il n'est pas tant diagnostic, c'est surtout d'essayer d'aider ma patientèle et de pouvoir répondre à leurs demandes. Le téléphone, il doit sonner, j'en sais rien moi, 150, 200 fois par jour. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est ça. Donc j'ai une assistante qui m'aide, qui répond, qui gère la paperasse, la compta, le côté logistique. Bon, c'est ma femme, Anaïs, On l'embrasse. on l'embrasse très fort. Sans elle, je ne pourrais pas y arriver. Clairement, je ne pourrais pas. Ouais. Parce que moi, j'ai la chance, grâce à elle, de ne gérer quasiment que, je vais dire, j'appelle ça le temps médical. C'est ça, le métier pur. Ouais, pur. Moi, Bien je sûr. consulte. Je consulte, en fait. Tu vois, j'ai une femme de ménage, bien sûr. La femme de ménage, elle me dit, bon, il n'y a plus de rouleau, il y a plus de rouleau de papier pour mettre sur la table d'examen, j'ai plus d'abaisse-langue, j'ai plus de trucs, hop, on transmet à Anaïs, et c'est Anaïs qui va le chercher et qui me ramène tout. Tu vois, bon, je dis pas que j'y vais jamais, mais c'est quand même plutôt elle ce côté logistique, c'est elle qui le gère. Un duo d'enfer. Parce que le principal défi que j'ai, moi, c'est d'essayer de caser mes patients chaque jour, en fait. C'est d'essayer de trouver des solutions à tout le monde. Tu vois, là, je sais pas, mon agenda, il doit être plein pour les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent. Et donc, chaque jour, je réponds quand même et je me garde des créneaux et je rajoute des patients. Donc, ça élargit ma consultation, mais c'est le seul moyen que j'ai pour essayer d'aider ma patientèle. Parce que là, au niveau de Curgy, tu touches quel village? Quel rayonnement? Donc moi, c'est Curgy, Soltin, Sebourg, Brie,Ette, Jeanlin, Warny? Warny le Petit, Warny le Grand. Je vais pas plus loin par là-bas, je vais pas plus loin parce qu'après, c'est vraiment... Mais ça fait, il y a combien de médecins sur cette zone-là? Vous n'êtes pas beaucoup, du coup, si je comprends. non. Jeanlin, il n'y a plus de médecin. Soltin, il y a un médecin. J'espère qu'il va rester longtemps. Jean-Paul, ne pars pas, s'il te plaît. On a un message pour Jean-Paul. Avant à Sebourg, il y en avait
ouais, il y en a toujours un à Sebourg. Wargnies-le-Grand, là, ils ont trouvé une médecin. Il y en a une nouvelle qui doit arriver. Euh, mais ça suffit pas. Oui, parce que c'est un volume de Bon, 10, 15, 20 000 personnes au final. Je sais même pas combien d'habitants en tout là, mais c'est quand même dense. C'est très dense. très dense quand même. Hein. Et si tu veux, moi, ça fait 9 ans cet été que je suis installé. Quand je me suis installé, ben, il y avait 4-5 médecins de plus qui n'ont pas été remplacés. Ah oui, Donc ça fait un sacré trou dans la raquette, quoi. exact. Donc je vais un peu à Marly, j'ai 2-3 patients à Marly qui me restent, mais c'est loin, c'est des visites à domicile, c'est compliqué. Mais Villers-Paul aussi, c'est vrai que j'ai 2-3 patients très âgés à Villers-Paul que je ne vais pas lâcher, je vais les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Après, je pense que j'irai plus en visite à Villers-Paul, tu vois, parce que j'ai pas le temps en fait. C'est ça, ça fait long. Ça fait loin. Et concernant tout ce volume de patients, parce que j'imagine que, bon, même si tu n'as pas de statistiques à jour, peut-être que si, je ne sais pas comment tu fonctionnes en interne, mais au niveau de la santé, de manière générale, les gens que tu vois, qu'est-ce qui te marque? Et est-ce que ça a changé depuis quelques années? Quelles sont les choses qui reviennent de manière récurrente pour toi à traiter au quotidien? Ouais, il y a beaucoup de maladies. On va parler, parce que j'avais lu les questions, c'est beaucoup de maladies chroniques cardiovasculaires ou liées à la sédentarité. Il y a beaucoup de diabète, il y a beaucoup d'hypertension. J'ai quand même beaucoup de patients atteints d'insuffisance cardiaque, de cardiopathie ischémique. Donc, ils ont fait des infarctus, des AVC. J'ai beaucoup de ce type de maladies. C'est une grosse partie de mes patients que je dois suivre régulièrement pour renouveler les traitements, pour évaluer si les traitements ils sont toujours adaptés, pour prévenir les complications de ces maladies. Quand tu es diabétique, bah oui, ok, tu es diabétique, mais c'est une maladie qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a des conséquences très lourdes sur le long terme. Donc, je veille à ce que mes patients fassent bien leurs différents examens chez les spécialistes, à temps, enfin, en temps et en heure. Voilà. C'est beaucoup de surveillance et de prévention. Ok. Voilà. Beaucoup de prévention. Ouais, moi, c'est quand même c'est beaucoup de prévention. Du renouvellement de traitement, bien sûr, mais à travers ce renouvellement de traitement, bah, j'essaie d'organiser cette prévention de certaines complications liées à chaque pathologie. Et dans cette partie-là, l'ensemble des maladies que tu vas traiter, tu considérais en pourcentage estimé, hein, évidemment, la plupart sont causées par la sédentarité. Ouais, pour beaucoup. Bon, après, le surpoids, la sédentarité, un surpoids, le tabac, l'alcool, c'est quand même des choses qui touchent énormément notre population, surtout dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais. Faut pas se faire d'illusions. On est une population quand même extrêmement fragilisée par le tabac, l'alcool, et cette sédentarité, l'obésité, la malbouffe. Ça touche beaucoup de monde. Ok. Énormément. Et justement, par rapport à ça, parce que tu parles de personnes un peu plus âgées, est-ce que tu as aussi une grande partie de ta patientèle qui est un public jeune, d'enfants? Alors, j'ai pas les stats sur ma patientèle, mais j'ai beaucoup de gens. Je pense que je vois quand même pas mal de gens au-delà de 50 ans. Vraiment, la majorité ont plus de 50 ans. Je fais de la pédiatrie aussi. Hein. Bon, ça c'est quand même la majorité a plus de 50 ans. La majorité. Oh, oui. Mais dans les enfants que tu vas traiter, être amené à connaître, est-ce qu'ils connaissent ces mêmes problèmes de sédentarité? Bah, de plus en plus. De plus en plus. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais le surpoids touche de plus en plus les jeunes. Il me semble qu'on est à 20% de surpoids chez les enfants en France. J'avais lu 20% des enfants avant 11 ans sont des gens en surpoids. c'est ça, j'avais lu que J'ai lu des choses comme ça. J'ai plus tous les chiffres en tête là. Je ne suis pas un fin statisticien, mais et clairement, c'est vrai qu'au cabinet, quand je vois les enfants, là on est au mois de septembre, donc je fais pas mal de certificats de non-contre-indication à la pratique du foot, tennis, rugby, ce que tu veux, Tout à fait. plein de sports différents.
je les pèse, je les mesure. Bah, souvent, on se retrouve dans la zone de surpoids, très régulièrement. Et de plus en plus. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres le montrent. Hein. C'est ça. Donc, il y a un réel problème, mais c'est civilisationnel, hein, si j'ose dire. Hein. C'est lié à notre mode de vie, hein, à l'européenne. Hein, voilà, hein. Toi, vous avez avec Anaïs 3 enfants. Ils vont à l'école dans un village pas loin de là où tu restes. Prézo. Oui. Prézo. Ce problème de sédentarité-là, tu le vois aussi chez leurs camarades de classe. Chez quelques-uns, oui. Mais ça doit... alors, j'avoue, quand je vais les chercher à l'école, je regarde pas tout le monde. Forcément. Qui est en surpoids, qui ne l'est pas, je ne pense pas du tout à ça. Mais ça doit coller, on doit être à peu près à 15-20% de la classe de Marcel. Je suis persuadé, on doit être à 10-15% en surpoids. Ouais. Parce que j'avais lu, il y avait une statistique qui était sortie après à vérifier, mais il me semble que c'était un tiers des enfants entre 2 et 7 ans étaient en situation de surpoids. C'est énorme. C'est énorme. Et surtout que si un enfant est déjà en surpoids à 11 ans, en fait, il a quasiment une chance sur 2 de rester en surpoids toute sa vie. Donc en fait, il faut qu'on fasse tout de suite l'effort qu'il ne se retrouve pas en obésité ou au moins même pas en surpoids dès la jeune enfance, si tu veux, avant l'adolescence. Si on passe ce seuil de l'adolescence, c'est terminé, c'est trop tard en fait. Et après, on récupère des adultes obèses avec tout ce que ça peut représenter comme complications cardiovasculaires, et j'en passe, quoi. Et qu'est-ce qui, d'après toi, seraient les causes de cette surpoids? C'est ce que je te disais, c'est le mode de vie, le mode de vie actuel de notre société, la malbouffe, hein, hamburger, boissons sucrées, gazeuses, pas d'activité physique, la sédentarité. Je me déplace, moi ça me sidère. Maintenant, je vois des jeunes en trottinette électrique. Tu vois. Moi, mes gamins, je leur achèterai jamais ça, quoi. Enfin, ou en vélo électrique, des gamins. Non. Pédale, pousse, achète-lui je veux bien que mes gamins ils fassent de la trotte, mais pas électrique. Tu pousses avec ta jambe, tu marches, tu cours. Personne ne marche, plus personne ne court. Et plus personne ne pratique, tu vois, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, bouger tous les jours. C'est répété à chaque publicité et c'est jamais appliqué. C'est ça. C'est jamais appliqué. Est-ce que on va aller rendre visite à quelqu'un de la famille dans le village d'à côté. Il fait beau, on peut y aller à vélo, voire peut-être même à pied si c'est pas si loin. Les gens prennent la voiture. C'est ça. Et est-ce que tu considères, toi, qui as 3 enfants qui sont encore relativement jeunes, est-ce que tu considères qu'il y a un manque d'éducation au sport aussi au niveau de l'éducation nationale? Oui, certainement, oui, bien sûr. C'est sûr. Parce qu'ils font quand même combien d'heures de sport par semaine à l'école? À l'école. Parce qu'en dehors, évidemment, ils sont très sportifs, mais à l'école. Moi, mes enfants, ils sont en école primaire. Je pense que c'est 1 heure de sport par semaine. 1 heure ou 1 heure et demie par semaine. Tu vois, c'est rien, quoi. Enfin, ça sert à rien. Enfin, c'est mieux que rien, mais c'est trop peu. Prenons-les. Alors après, c'est toujours un peu particulier mais on n'a pas une culture du sport en France qui permette, si tu veux, de s'étaler dans toutes les strates de la société. Tout le monde ne sera pas sportif de haut niveau. Là, on sort des Jeux Olympiques. Ça a peut-être donné le goût à plein de gamins de faire du sport, et tant mieux. Ils ne seront pas tous champions olympiques, mais de toute façon, c'est pas possible. Non. Mais au moins qu'ils prennent goût juste à bouger, à faire du sport, à leur petit niveau. Ce sera toujours plus positif d'aller jouer 1 heure le mercredi au foot et 1 heure le samedi que de rester enfermé chez toi. Et c'est ça faire et à jouer et à ne faire que de la console et de l'écran. Et c'est ça qui est fou. Bon, ça m'arrache un peu la bouche de le dire parce que je suis belge, mais c'est ce qui est fou, c'est que le nombre de champions olympiques ou de grands sportifs de haut niveau en France qui sont présents. Parce que la France, je ne sais plus au niveau des médailles, c'était quel classement, mais c'était top 10 facilement et peut-être un peu plus haut. 5e, je crois. 4e ou 5e. Donc, ce qui est 5e, même dans une culture qui ne prône pas le sport, il y a quand même un certain nombre de champions qui sortent. Ah oui. Parce qu'il y a une belle culture et du haut niveau aussi. Dans la petite tranche que ça considère. Donc imaginons on était dans une culture du sport comme les États-Unis.
Combien de champions par génération on pourrait sortir? Et on parle de champions, mais effectivement, comme tu le dis, et c'est là où on va peut-être à un moment donné transitionner vers le CrossFit, c'est que c'est comme on dit toujours, les gens ont une image du CrossFit où ils voient effectivement des personnes qui sont très très sportives et très capables, donc autant... Ouais, qui pousse très loin l'effort et exactement. tout ça. Oui, mais après, tu peux l'adapter, cet effort. Exactement. C'est toujours pareil. Mais quel que soit le sport. Je veux dire, tu prends une star comme Mbappé, faut bien se douter que si le mec il est arrivé à un tel niveau, c'est qu'il a travaillé ultra dur. Mais tout le monde peut jouer au foot sans pour autant devenir Mbappé. D'ailleurs, personne ne deviendra Mbappé. Mais tu vois, Exactement. comme un joueur de tennis. Moi, à mon niveau, je pratique le tennis. Je n'aurai jamais, j'atteindrai jamais un niveau professionnel. Et pour autant, je m'éclate et je m'amuse et je transpire et ça me fait du bien. Exactement. C'est ce que Et au j'essaie CrossFit, de... c'est exactement la même chose. Mais peu de gens Tu as le des mecs qui soulèvent des comprennent. barres de 110 kilos, bah, tu peux soulever une barre de 20 kilos et prendre autant de plaisir. C'est Et ça. brûler des calories et te faire du bien pour ta santé physique et psychique. Ben justement, pour transitionner par rapport à ce que tu disais, c'est ce que j'explique souvent aux gens, parce qu'en fait, il y a une vraie différence fondamentale entre la perception qu'a le football et la perception qu'a le CrossFit dans leur accessibilité. C'est beaucoup moins populaire déjà. C'est beaucoup moins populaire, même si ça commence à devenir de plus en plus. De plus en plus. Ça devient de plus en plus. Complètement Parfois d'accord. pour des raisons qui sont un peu biaisées ou pas dans la perspective qu'il faut avoir. Mais c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est que effectivement, quand vous voyez une personne qui fait du CrossFit à la télé, vous voyez des personnes qui sont médiatisées. Et donc forcément, ce sont des sportifs de très haut niveau. Mais ça n'empêche pas qu'au quotidien dans la salle, on a Déborah qui est en chaise roulante, ou Romain. On a des personnes que je ne nommerai pas, mais qui ont des cancers. On a des personnes avec des hernies discales, cervicales, lombalgie, tumeurs. Tout comme des personnes comme toi ou comme d'autres personnes qui vont relativement très bien. Et donc, c'est pareil au football. C'est pas pour ça qu'à la télé, quand vous tapez football sur Google, il y a Ronaldo ou Messi qui sort. Au quotidien, au RFC Ona, où il n'y a pas des enfants comme des personnes plus âgées qui font du foot. Et qui peuvent s'éclater et s'épanouir à travers une activité physique C'est ça. adaptée à leurs conditions. Voilà. La seule raison que j'ai trouvée pour cette perception différente, c'est que généralement, le basketball, le handball, le foot, c'est avec une charge qui est un objet externe à soi. Que le CrossFit, c'est souvent une culture avec une transformation et un physique très, très impressionnant. Oui, c'est vrai. Et donc, ça a l'air beaucoup moins accessible parce qu'on voit des femmes avec des trapèzes jusqu'aux oreilles et voilà, que ce sujet-là Oui, sont... oui, il y a le côté haltérophilie qui peut un peu faire... Alors qu'en fait, moi perso, je sais pas depuis quand je viens plus régulièrement à la salle, mais Anaïs, ça fait 1 an et demi, je crois qu'elle est là, C'est 2 ça. ans. Moi, ça doit faire 6 bons mois que je vais. 6 je mois viens de plus manière souvent. régulière, 6 Mais mois. c'est vrai ouais. que c'était un peu le côté que je craignais le plus pour pas me blesser, pour pas. Voilà. Et ben finalement, avec les coachs, vous adaptez toujours parfaitement bien et on se fait pas mal, quoi. On se fait pas mal. Pas On du se fait tout. pas mal et on progresse. C'est ça. Et est-ce que toi, en tant que, on va dire, tennisman, même si c'est amateur, récurrent, la pratique du CrossFit t'a aidé à t'améliorer dans ta pratique du sport? Oui, oui. Dans le sens où je me sens plus... Alors, c'est un peu particulier, mais je me sens plus fort sur certains déplacements, sur certains appuis. Je me sens plus rapide. J'ai l'impression d'avoir une épaule un peu plus forte, un peu plus costaud, plus solide, plus nette. Et donc, je suis plus précis et j'ai plus de contrôle dans ce que je peux faire sur un terrain de tennis. Ouais, ça c'est clair. Et de toute façon, tous les tennisman, tous les champions qu'on voit à la télé, pour les suivre sur Instagram, ils font tous du CrossFit. Hein. Tout le monde, tous les sportifs de très haut niveau, quelle que soit leur activité physique, font du CrossFit comme préparation physique générale pour ensuite être plus fort sur leur sport spécifique. C'est ça. C'est ça qui est bien avec le CrossFit, c'est qu'en fait c'est extrêmement complet. C'est ce que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime dans cette activité. C'est extrêmement complet. Pas que pour jouer au tennis, pour tout. Voilà.
Et je connais peu de sports j'ai fait beaucoup de sports. Le CrossFit, c'est pas un sport frustrant, en fait. En tout cas, moi, je l'ai pas encore vécu de frustration où vraiment, oh merde, je passe pas un seuil. Alors peut-être qu'à un moment, avec les poids sur les barres et tout ça, peut-être que j'aurais mes limites. c'est ça. Que d'ailleurs, j'en aurais, c'est certain. Mais bah, tu t'épanouis toujours, quoi. Sur chaque séance, tu arrives à t'épanouir parce qu'il y a un peu de cardio, il y a un peu de force, il y a un peu de gym, il y a un peu de souplesse dans certains mouvements. Et c'est top, en fait. C'est ultra complet. C'est ultra complet. C'est cool. Si on va, du coup, ça nous permet de transitionner vers le CrossFit en tant que tel. Toi qui l'as connu par l'intermédiaire d'abord de ton épouse Anaïs, puis par l'intermédiaire de ton fils, qui en fait pour de la prépa physique parce qu'il a un très très bon niveau au tennis et on lui souhaite un grand avenir évidemment. Et puis toi-même qui a commencé à un rythme de 1 fois par semaine et puis qui a augmenté à 2, 3, voilà, Selon les semaines, en fonction de l'emploi du temps. en fonction de l'emploi du temps qui est déjà bien chargé. Après, vous avez des bonnes horaires, c'est cool. On arrive toujours à... Même le soir, tard, c'est cool. Donc, ça Ouais, à 20h, etc. Et pour faire un parallèle avec donc à la fois ta pratique et puis ton professionnel, on a parlé tout à l'heure de maladies chroniques, de sédentarité. Comment tu considères que le CrossFit peut aider à combattre ces maladies-là ou la sédentarité? Comme je le disais, c'est un sport très complet que vous êtes capable d'adapter au niveau de chacun. Et si bien que tu peux faire du cardio, tu peux faire des assouplissements avec la gym, tu peux faire un peu de force, du coup tu peux faire un peu de renforcement musculaire, notamment moi au cabinet je vois plein de gens qui se plaignent de lombalgie, hein, des mal de dos récurrents, chroniques, et on a beau faire des examens, des choses, des radios, des scanners, un peu de kiné, un peu de ci, un peu de là, il y a un moment quand c'est justement les douleurs sont là parce qu'ils ont un déconditionnement musculaire de leur colonne vertébrale, de leur rachis. Les muscles du dos, si tu veux, ils sont pas assez toniques. Donc je leur dis, allez faire du sport. Je ne vais pas vous soigner vos douleurs, par exemple, pour une lombalgie chronique, à coup d'anti-inflammatoires en permanence. Ça aura d'autres conséquences beaucoup plus lourdes sur votre santé dans quelques années. Donc allez faire du sport. Allez faire du crossfit, par exemple. D'ailleurs, j'ai envoyé une dame il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Tout à fait. On verra si ça marche. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Toutes les études montrent que de toute façon, une activité physique qui permet de renforcer la tonicité des muscles paravertébraux soulage les lombalgies chroniques. Donc, c'est ça. On ne la nommera pas parce que on la pour nommera question pas, mais on de lui sécurité. passe le bonjour. Mais tu pourras lui passer le bonjour. Elle a déjà fait pas mal de séances depuis. Elle était dans un objectif de se renforcer musculairement le haut du corps, la scapula, donc cette partie-ci avec les épaules. Et elle était aussi frileuse aussi au début, forcément par rapport à ça. Mais parce que son médecin de famille du coup lui a conseillé, elle a peut-être eu ce rapport aussi un peu plus de confiance. Elle a sauté le pas, ouais. Elle a sauté le pas. Et là, hier, elle est venue avec ses 2 filles. Exact. Faire la séance par enfant. Je l'ai vu, j'étais avec Gaston. Ouais. C'est ça. Donc c'est magique parce que tu vois que ça lui plaît, en fait. Et bien sûr. En fait, dans la pratique du CrossFit, on travaille de l'endurance, on travaille la puissance, on travaille la souplesse. Et si bien que quelqu'un qui sera en surpoids à travers des exercices un peu de travail de fond, de cardio, il va brûler des calories, il va perdre du poids, il va quand même se renforcer aussi musculairement. C'est extrêmement complet. Donc du coup, ça peut prévenir toutes sortes de maladies cardiovasculaires, dont on parlera certainement mieux avec Guillaume, avec Sébastien. Et même ostéo-articulaire, c'est certain. L'arthrose, l'ostéoporose, j'en passais des meilleurs. Mais bien sûr, bien sûr. C'est une vraie... c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. C'est ça. C'est évident. Et là, on a parlé de quelque chose de beaucoup plus sur l'aspect physique. On en avait déjà parlé en off un petit peu, mais on va essayer d'en parler ici dans le podcast. C'est la santé mentale aussi. Tu vois, la santé mentale, une fois j'avais fait un post il y a quelques temps
d'un point de vue aussi de la solitude, parce qu'on voit beaucoup de familles, etc. Mais après, on peut être forcément un peu biaisé par les personnes qu'on côtoie, mais ça ne représente pas forcément la population générale. Et on peut se dire qu'une personne qui, imaginons, termine son travail à 16h, 17h, si elle n'a pas de sport, si elle n'a pas d'autres activités, elle rentre chez soi, elle est seule jusqu'au lendemain matin à 8h commencer le travail. Ou de par des aspects de rapport dans les transports en commun, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Et cette tranche de temps-là, il me semble que c'était un peu plus de 50% du temps seul. Alors qu'on sait très bien que sociologiquement, on est des animaux grégaires pour vivre ensemble. Oui. Cette solitude-là peut parfois peser, et aussi d'un point de vue de dépression. Donc toi, dans ta pratique au quotidien, on va dire ta pratique de médecin généraliste, mais plutôt dans ton métier, est-ce que tu rencontres des personnes qui sont dans cette situation-là, soit de solitude ou de... Oui, Autant les personnes âgées, mais aussi... je vois pas mal de gens dépressifs pour des tas de raisons. Bon, la société a de nombreux problèmes. Il suffit de regarder l'actualité, le journal de 20h, et voilà. On ne va pas en parler ici. Mais il y a ce côté-là. Il y a un côté... Oui, je vois beaucoup de gens qui présentent des syndromes dépressifs plus ou moins sévères. Est-ce que c'est un isolement social qui provoque ça? Parfois oui, hein, bien sûr, hein, pas toujours. Ça peut aussi être un relationnel professionnel difficile, un relationnel personnel aussi compliqué, tu vois, un divorce. Il y a plein de gens qui divorcent, et ça peut vraiment Miner. faire sombrer les gens et les miner. L'activité comme celle du CrossFit peut tout à fait te permettre d'arrêter de t'enfoncer, en tout cas. Et parfois même de sortir la tête de l'eau. Ça, c'est certain. Après, là, c'est au cas par cas, hein. La santé mentale, c'est un peu spécial. Chacun déprimera pour un truc différent. Tu as des gens qui vont déprimer pour très peu, et d'autres, il va leur arriver des catastrophes familiales ou professionnelles terribles, et pour autant, c'est tout. Ils prennent ça comme une opportunité, et ils arrivent à rebondir très très vite. C'est ça. Mais toi qui connais l'intensité que le CrossFit peut mener, ça t'empêche un petit peu de penser à rien d'autre pendant un certain laps de temps. Que tu fasses un fast-WOD, donc ce sont des entraînements de 35 minutes, ou des entraînements de 1 heure. Cette activité physique, pour moi en tout cas, elle me permet de me vider la tête. Ne serait-ce, le WOD, ça dure 1 heure. Pendant 1 heure, tu es concentré sur ce que tu fais, et après tu te sens mieux, tu te sens bien, quoi. Il y a toujours une relation, hein, entre le psychologique et le physique. Et tu te sens plus relâché, plus léger, et tu vis mieux les soucis au quotidien quand tu as eu ta séance de sport. Ça, c'est certain. Moi, je le vis comme ça. Et est-ce que toi, en tant que père, tu t'es peut-être dit à un moment donné, imaginons une séance à 20h, ou à 19h, est-ce que ça va ou à midi, ou est-ce que ça va m'enlever du temps par rapport à mes enfants? Oui, forcément. Oui, mais après, voilà, ça, c'est l'organisation familiale qui me le permet. Mais encore une fois, quand tu sors d'une journée de consulte, je vais parler de ce que je connais, de 10-12 heures, tu as eu beaucoup de mauvaises nouvelles à annoncer, tu as beaucoup, des choses lourdes à gérer. Les gens, quand ils viennent me voir, ils se livrent beaucoup, si tu veux. Tout à fait. Donc moi, j'encaisse aussi pas mal de choses. Bon, j'arrive à faire la part des choses entre ce côté empathique, être à l'écoute, savoir donner certaines réponses, mais aussi garder le recul qu'il faut pour me dire c'est pas ma vie, donc voilà, une fois que je rentre chez moi, mais il faut quand même un certain laps de temps pour tout... On est humain, on n'est pas des robots. Voilà. Je peux pas tout effacer non plus comme ça d'un revers de la main. Tout à fait. Donc, encore une fois, oui, j'ai 3 gamins. Si je vais au CrossFit à 19h30 et je rentre à 20h30, allez, 21h, le temps de rentrer, j'ai pas été là pour le dîner peut-être, mais après je suis plus zen, si tu veux. Alors que si j'étais peut-être rentré à 20h sans être allé faire ma séance,
de CrossFit. Bien sûr que j'aurais eu encore tout mon stress de mon après-midi de consulte, et puis j'aurais sans doute été moins à l'écoute des petits, moins à l'écoute aussi de ma femme. Et tu vois, ça peut créer certaines tensions, bien entendu, bien sûr. C'est la différence, en fait, fondamentalement, entre une charge et un investissement. Dans une logique, on va dire, entrepreneuriale, soit tu vois une dépense comme une charge, donc c'est-à-dire comme un poids pour toi, ou soit tu le vois comme un investissement. Exactement. C'est-à-dire que je peux faire parfois donner, imaginons, 20 euros. Tu vois, je vais prendre l'exemple de Pierre-Jean pour le remercier, on va lui faire un peu sa pub. Tu vois, c'est parfois je vais faire un investissement pour payer Scan & Stock, donc son logiciel de stock pour ça. Mais je le vois comme si mentalement je le vois comme une charge, ben effectivement ça va m'embêter. Mais si je le vois comme un investissement pour me soulager de la charge mentale pour après, parce que ça m'aide à gagner quelques heures par semaine, ben c'est magique. Et donc c'est pareil là, si je compare par rapport à ta situation, si tu vois ça comme tu viens avec les pieds de plomb et tu te dis oh là là, je passe pas du temps pour moi, pour mes enfants, mais alors que là tu vas peut-être donner 1 heure ou 1 heure et demie une fois ou 2 ou 3 fois dans la semaine, mais après peut-être que tu vas passer un temps beaucoup plus riche avec eux. Exactement. Tout à fait. Et donc ça c'est la différence entre aussi la quantité et la qualité. Et la qualité. Parce que j'ai pas d'enfant pour l'instant, mais je pense qu'en ayant écouté un peu à droite à gauche et puis en ayant des dizaines et des dizaines on les appelle des Rengo Cats, des enfants chez nous, et en discutant avec les parents, on peut se rendre compte que bon voilà, il y a un laps de temps où les enfants sont à leurs occupations et puis il y a un moment où on se retrouve. Donc voilà, la quantité, peut-être qu'en fait, ça aurait été mieux d'avoir 2 heures à 100% présent avec lui que 4 heures, mais en fait la moitié du temps sur le téléphone. Et on n'était pas vraiment là en fait. Ouais. T'es pas là du tout, on est d'accord. Et au niveau pour revenir par rapport aux enfants aussi, et les questions de sédentarité, etc., on imagine une situation, demain, il y a une maman qui arrive et qui veut mettre son enfant au CrossFit. On a souvent ce cliché, ce mythe de peut-être avoir une charge externe à soi peut limiter la croissance ou avoir des problèmes de croissance. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Non, mais bien sûr. Je pense que le CrossFit peut être pratiqué par les enfants. Je ne sais pas à quel âge ça peut commencer d'ailleurs. C'est quoi nous, on fait pas, on commence à partir de 4 ans, mais il y a la baby gym. Donc, il y a des enfants. Ouais. Par exemple, il y a une maman qui m'a dit hier, qui a inscrit son fils, qui est adhérente aussi. Elle m'a parlé que son fils a commencé la gym à 2 ans. Ouais, donc, c'est pas de la gym. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, ils avaient fait aussi de la baby gym un petit peu. Non, très franchement, je ne contre-indiquerai jamais la pratique du CrossFit à un enfant. À moins qu'il ait vraiment un problème particulier, mais là, j'en vois pas. Je peux pas t'en citer, j'en vois pas. Mais on peut tout à fait adapter la pratique du CrossFit à un gamin de 4 à 99 ans. Oui, parce que tu as fait avec Gaston hier qui a 7 ans. Yes, oui, 6 ans et demi. Ouais. 6 ans et demi, 7 ans okay. Il y aura 7 ans fin d'année. Ouais. 7 ans fin d'année. Et Marcel qui a 9 ou 10 Il a 9 ans fin d'année. 9 ans, ouais. Donc, Non, aucun problème. Après, les charges sont adaptées aussi. Marcel, il est très sportif, donc il peut déjà monter un petit peu en charge. Et puis, de toute façon, c'est un peu ce qu'on demande à Nagui dans sa préparation physique. Là, Gaston, il n'en est pas là. C'est juste pour dire de se dépenser, mais de manière intelligente et complète. Voilà, c'est ça, quoi. Et dans la pratique du CrossFit Kids, c'est ce qu'on retrouve, quoi. Tu vois, il y a du cardio, il y a un tout petit peu de force. Alors, ouais, ok, c'est pas avec un poids d'1 kilo que tu vas te faire, tu vas casser ta croissance, quoi. Enfin, bien sûr que non, parce que de toute façon, dans la vie de tous les jours, les enfants portent déjà, s'ils vont porter leur cartable. Mais bien sûr, j'allais t'en parler. Quand je soupèse le cartable de Gaston, il est beaucoup plus lourd que ce qu'il a porté hier comme poids. Hein. Ou il a fait un peu de wall-ball, il a pris un poids de, je crois que c'était 1 kilo ou 2 kilos. Ouais, ballon. Voilà, et puis c'est ludique. Voilà, c'est ça. C'est ludique. Puis il y a ce côté aussi des brouillardises, tu vois. Il apprend à ressentir les choses dans son corps. On saute, on s'allonge, on se relève, on doit sauter, on fait des burpees, on
Il y a plein de choses. Il va découvrir son corps. C'est vachement bien. C'est ça, c'est une maîtrise du corps. Bah, pour te répondre par rapport à ça, il y a un document qui est disponible qu'en anglais, mais qui va bientôt être traduit normalement, si j'ai bien compris. Le document initial, officiel, la deuxième version, fait 270 pages de CrossFit Kids. A été écrit par 2 chercheurs. Et il me semble qu'il y en a un qui est doctorant, qui est docteur maintenant depuis déjà de UCLA. C'est 2 Américains. Et qui sont des docteurs en développement, développement biologique, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais c'est quelque chose comme du biodéveloppement humain. Et on voit très bien que, en fait, comme nous on fait à la salle et qu'on va faire ici à partir de septembre, c'est qu'on classifie les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, entre certain âge et certain âge, ils vont faire des mouvements beaucoup plus fonctionnels, parfois sans charge, beaucoup sans charge, mais c'est beaucoup de la maîtrise du mouvement parce que chacun sait très bien, et surtout ceux qui regardent, savent très bien, ceux qui ont des enfants, qu'un enfant à 4 ans, il peut te faire un squat comme si ils sont mobiles. Bien sûr. Ils sont mobiles à crever. Ils sont très légers. Oui. Ils sont très légers, très mobiles, les articulations sont encore bien. Et donc, on va travailler sur des mouvements beaucoup plus fondamentaux, avec des cumulés, avec une maîtrise de l'espace. Là où peut-être un peu plus tard dans l'âge, on va apprendre à être, ayant une cognition plus développée, une concentration aussi plus développée, une maturité et un rapport à l'autre beaucoup plus développé aussi. On va plutôt travailler sur de la charge externe, mais qui, comme tu le dis, est de manière beaucoup plus adaptée aussi. Et j'ai envie de dire, l'adaptation peut se faire ou pas. On peut voir ici aux États-Unis, Ibanez, c'est une haltérophile très très connue. Elle a 13 ans et il me semble qu'elle a fait un jerk à 160 kilos. Il faudrait revoir les chiffres, mais ce sont des chiffres qui sont extrêmement impressionnants. Parce qu'elle a 13 ans, mais elle a commencé à 2 ans, mais avec un bâton à vide. Et donc son développement s'est fait là au fur et à mesure. Bah oui. Et ayant rencontré son père, très très grand coach haltérophile au Canada, la famille entière fait de l'haltérophilie. Ils vont très bien et la fille est en forme olympique. Oui. Donc voilà, c'est une question de rapport par rapport à ça. Non, mais c'est clair. Et puis, cette pratique du CrossFit qui, pour moi, est extrêmement complète, elle peut aussi donner une forme d'habitude de la pratique sportive de manière plus générale aux enfants. Donc, c'est très bien que ça commence jeune, très jeune. En fait, plus tu vas commencer jeune à faire du sport, plus tu as de chance à pratiquer un sport, quel qu'il soit, durant toute ta vie. Et donc, l'activité physique, elle te protège. En tout cas, elle te permet de conserver une santé optimale le plus longtemps possible. C'est ça. Nous, notre mission à Rengo, c'est de pouvoir faire de l'éducation aussi au-delà de l'entraînement. C'est de l'éducation, que ce soit aux plus jeunes ou aux plus âgés, de l'éducation et d'habitudes saines de vie. C'est une approche holistique, globale de la santé. On est d'accord. Totalement d'accord. En parlant un peu de mythes, est-ce que tu considères que le CrossFit peut entraîner des blessures? Ou entraîne systématiquement plutôt de la blessure? Systématiquement, non. Je pense qu'il peut entraîner des blessures s'il n'est pas correctement pratiqué, encadré et adapté. Voilà. Dire, moi, demain, tu me fais soulever une barre beaucoup trop lourde, ouais, je vais me faire mal, quoi. Mais c'est pas très intelligent. Donc, franchement, tu peux faire des marathons, tu peux courir dans la rue sans certificat médical, sans rien. Tu mets ta paire de baskets, tu vas courir et tu peux faire un infarctus, tu peux faire un arrêt cardiaque. Et c'est déjà arrivé malheureusement à des tas de personnes. Donc, pourquoi le CrossFit serait plus susceptible de donner des blessures qu'un autre sport? Je pense que, comme tout sport, il y a des risques, mais s'il est bien encadré et qu'il est bien pratiqué, je ne vois pas en quoi tu pourrais te blesser plus. Et aussi, toi, en tant que médecin généraliste, est-ce qu'au final, le risque de blessure d'avoir bougé ne serait pas beaucoup plus faible que le risque de ne pas avoir bougé? De toute façon, la pratique d'une activité physique restera toujours supérieure par ses bienfaits au risque qu'elle occasionne. Je te prends l'exemple typique de quelqu'un que j'apprécie, que je connais, c'est mon beau-père.
qui a fait 3 infarctus. Et il m'a suivi sur certains tournois de tennis. Il s'est mis un petit peu au tennis santé. Donc, c'est une pratique du tennis adaptée avec des balles un petit peu plus molles. Ça se passe parfaitement bien. Et pourtant, tu vois, il a des stents, même pas, il a été ponté d'ailleurs. On lui a fait un triple pontage coronarien. Et il pratique une activité physique 2 fois par semaine à travers un tennis santé adapté à sa condition cardiaque. Et ben, tout se passe bien, quoi. Et c'est pas parce qu'il va aller faire ce sport qu'il va refaire un infarctus. Au contraire, bien au contraire. La pratique du sport prévient les récidives, prévient les complications. Donc il faut faire du sport, il faut pratiquer. Et en plus, pour transitionner par rapport à ce tennis santé-là, on a eu la chance de les rencontrer. Je pense à Saint-Solve, hein, Oui. c'est au club de Saint-Solve. On a été invités sur la place de Valenciennes il y a quelques semaines pour la journée du cœur ou la semaine du cœur. Et justement, ce qui peut être un peu surprenant, ce qui m'a même surpris moi-même, mais au final, pourquoi pas, c'est que nous, on prône évidemment le sport santé de par la pratique du crossfit. Ça se fait via le tennis, donc par rapport au club de Saint-Solve. Et il y a aussi, et ça, c'est un médecin généraliste du coup qui l'a mis en place, c'est le rugby santé. Donc, Ça, c'est aussi au club de Valenciennes. Donc c'est quelque chose. Tu vois, oui, le rugby, qui est quand même un sport, en plus, qui est un peu dans la tourmente actuellement, parce qu'il y a beaucoup de traumas crâniens, il y a beaucoup de blessés. fait. Les jeunes se blessent pas mal. D'ailleurs, moi, j'en ai un qui a fait une fracture du rein sur un mauvais plaquage. Et ben, tu vois, ça peut être adapté même sur des patients fragiles. Donc, en fait, le crossfit n'est pas du tout pourvoyeur. Pour moi, je vois pas pourquoi on aurait plus de blessures en pratiquant le crossfit qu'en pratiquant le rugby. Hein. Par rapport à ça et cette histoire d'adaptabilité, on en parlait en off. Par exemple, au reconditionnement à l'effort, etc., et le sport santé, on a l'exemple de Raphaël que tu as pu voir hier au conditioning. Oui, j'ai déjà WODé avec lui en plus. Et c'est exactement ça. On peut adapter. Je pense que le crossfit est un des rares sports que l'on peut aussi bien adapter à chacun. Quand tu joues au tennis, bah ok, on peut te donner une balle un peu plus molle, un peu moins rapide, une raquette un peu plus légère. Bon, voilà, au bout d'un moment, il faut quand même taper dans la balle, quoi. Donc si techniquement, tu n'as pas le minimum pour le faire, tu te fais chier, quoi. Mais au crossfit, il y a des exercices où il faut faire 5 tractions ou même parfois passer au-dessus de la barre. Moi, je ne sais pas le faire. Eh ben, j'adapte. Il y a les anneaux. On peut tracter pied au sol. Nagui et Lucas sont super forts là-dessus. Et Raphaël, hier, il a fait le conditioning avec nous. Il a adapté ses efforts. Et c'est toujours mieux de courir lentement, voire même peut-être de marcher ou de trottiner, ou tu peux dire ça comme tu veux, je ne veux pas qu'il prenne mal, mais ce n'est pas du tout l'idée. Au contraire, je le félicite, et je préfère le voir galérer. On devait courir 400 mètres, il n'a pas fait les 400 mètres, il a peut-être fait que 100 ou 200 mètres, mais bon Dieu, c'est carrément mieux qu'il soit venu samedi matin à 9h faire 4 fois 200 mètres que de rester chez lui. Et de se dire, de toute façon, tant pis, c'est trop tard. j'y arriverai pas, tant pis, je baisse les bras. Ah non, quoi. Et on l'encourage en plus à la salle. Tout le monde l'encourage. C'est ça. C'est une question de. Même s'il termine dernier, tout le monde est là, tout le monde. Et je pense que je le connais pas bien, je lui en parlerai peut-être un jour, mais je suis sûr que ça doit lui faire du bien. Il doit se sentir mieux dans sa tête et dans sa peau. Nous, on a franchement, comment je l'ai rencontré la première fois, j'ai été honoré. Évidemment, parce que nous, on nous contacte, on entend une voix à l'appareil, on voit un prénom, un nom. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on rencontre une personne, on rencontre la personne ici au sein des installations. Comme ça, on découvre une personne et on découvre une histoire. Et en fait, sa situation actuellement d'obésité, là où il en est actuellement dans la vie, c'est une histoire. Il a une histoire. Et donc, on a le devoir et le respect de devoir écouter cette histoire. Et là, il a décidé de la changer, tout simplement. Et donc, quand tu parlais d'adaptation, il y a une phrase que je dis, bon, ça fait un peu punch, mais on dit souvent que le crossfit blesse, alors que personnellement, ayant fait du sport pendant très longtemps aussi, c'est le seul sport que je connais qui permette aux gens blessés de bouger. Combien de fois on a eu des personnes... là, c'est assez évident. Déborah en chaise roulante, Romain en chaise roulante.
Même Anaïs avec son plâtre. Hein. Anaïs avec son plâtre, Elle exactement. se débrouillait. Vous avez toujours su adapter certains exercices, certains trucs pour qu'elle puisse quand même pratiquer. Bah, à l'heure actuelle, dans la salle, il y a, je pense, 8 à 9 femmes enceintes. Ah oui, tu vois, j'en ai croisé quelques-unes, oui. Tu vois, bon, il y en a, c'est un peu plus visible que d'autres et Oui. on leur fait les félicitations, mais ça fera Bien des sûr. bébés Rengo. Mais j'en ai publié un il n'y a pas longtemps dans la story en plus sur Instagram qui portait le petit patch Rengo à la maternité. Donc c'est assez marrant parce que Non, mais tu vois, donc, je pense que c'est un sport très riche et ce qui le rend aussi complet et aussi riche, c'est cette adaptabilité à chacun. c'est ça. Et ça, pour avoir fait beaucoup de sport depuis tout jeune, je n'en connais pas d'autres qui puissent s'adapter aussi bien, aussi facilement. Ouais, parce que pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, l'idée aussi du podcast, c'est de pouvoir montrer que même des professionnels de la santé peuvent et sont très au courant de la situation du CrossFit et peuvent le conseiller aux patients comme tu l'as fait pour une de tes patientes. Et évidemment, c'est d'en faire une évangélisation, mais tout en restant complètement pragmatique et sur terre que Bien sûr. le CrossFit ne guérira jamais des cancers. Bah, bien sûr que non. Et ça on va dire un scope, Et ça ne te champ protégera pas du d'application. Covid ou je sais pas quoi. C'est Bien sûr ça, que non. c'est un champ d'application, mais que ça peut quand même répondre à plein de thématiques de santé publique. Et bien entendu. Si Ah on bah, peut bien déjà aider 80% de la population qui souffre de tel ou tel mot, c'est déjà Si le monde entier pouvait pratiquer le CrossFit, il y aurait moins de diabétiques, il y aurait moins d'hypertendus, il y aurait moins de coronariens, il y aurait moins d'obèses, il y aurait moins de... Voilà. C'est évident. Et il y aurait moins de lombalgiques, et il y aurait moins de... Enfin, tu vois, c'est sûr. C'est certain. Et le risque... ce fameux mythe, là, le CrossFit, c'est dur, on se blesse, truc. Bah, écoutez, non, quoi. Non. Moi, j'ai fait de l'escalade. À l'escalade, quand tu tombes, tu te fais mal, quoi. Bah, pas forcément, d'ailleurs. Tu peux tomber et ne pas te faire mal. Parce qu'on apprend à assurer, on apprend à tomber. Voilà. Donc, ce sont des sports qui ont des risques, qui présentent certains risques. Mais franchement, il n'y a pas de limite. Je pense que tout le monde peut pratiquer le Covid. Tout le monde peut pratiquer le CrossFit. tout le monde l'a pratiqué à un moment dans le Covid. Ouais, on a tous eu le Covid. On arrive tout doucement à la fin de cet échange. Je vais te mettre en situation. Imagine qu'à un moment donné, tu te retrouves face à un de tes patients dans la vie de tous les jours, ou même une personne quelconque qui n'est pas encore sportive ou qui ne fait pas encore assez sport. Est-ce que tu aurais, on va donner un chiffre, 3 conseils, parce que c'est un peu le chiffre magique, 3 conseils, pour ces personnes qui veulent se lancer dans le sport et qui ne savent pas par où commencer? Alors, si tu n'en as qu'un, on n'en fait qu'un. Mais... Non. Le premier bon côté aussi du CrossFit, d'autant plus dans votre salle, c'est cet esprit de communauté. C'est-à-dire que quand tu rentres, tout le monde dit bonjour à tout le monde sourit. Il n'y a pas de clan. Perso, moi je suis plutôt discret. Je suis là devant vous, mais d'habitude j'aime bien rester très discret. On l'a sorti de sa caméra. Et tout le monde me dit bonjour, tout le monde me parle normalement. Voilà. Et vous êtes toujours à l'écoute, souriant, disponible. Donc déjà, c'est déjà un beau point parce que tu vas faire du sport, tu vas aller courir tout seul dans la rue. Bah, tu vas y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il va pleuvoir. Bon, j'y vais pas. Il fait froid, bah, j'y vais pas. Ah, puis c'est la nuit, j'y vais pas, c'est l'hiver. Alors qu'à la salle, il y a toujours la bonne humeur qui fait que quelque part, on a envie de revenir vous voir chaque fois pour sourire 5 minutes, quoi. Tu vois. Donc ça, déjà, pratiquer le CrossFit dans votre salle, il y a déjà cet esprit-là qui est irremplaçable, je pense. Après, les bienfaits sur la santé, les bienfaits sur la santé psychique, mentale et physique, c'est indéniable. C'est d'une telle richesse, le CrossFit, que tu ne peux te sentir bien en pratiquant le CrossFit. C'est pas possible. Alors, je dis pas que tu n'as pas des courbatures selon l'intensité des entraînements, des WOD, mais après, tu te sens vraiment bien, quoi. Et un troisième, j'en ai que 2. On va rester sur 2.
Imaginons quelqu'un qui nous a écouté, peut-être un jeune qui veut se lancer dans la médecine générale, ou peut-être quelqu'un simplement qui veut en savoir un peu plus sur le lien avec la santé, etc. Est-ce que toi, tu aurais de la documentation, la lecture, des podcasts est-ce que c'est déjà des choses que tu consommes, ou peut-être de la lecture, ou tout simplement Ouais, bon, je suis abonné à des revues médicales dans lesquelles régulièrement il y a des articles sur l'activité physique et la santé. Mais ça, le rapport du sport à la santé est mis de plus en plus en avant par toutes les autorités de santé, que ce soit les sociétés de rhumato, de cardio, de pneumo, de neuro, de ce que tu veux, médecine du sport. Tout le monde, même les cancéros d'ailleurs, même l'activité physique, ça protégerait ça diminuerait le risque de développer un cancer du sein ou du côlon. Donc, faut faire du sport, quoi. Voilà. Quel que soit votre âge ou vos problèmes de santé, faites du sport. Très bien. Et dernière question, et puis je te laisse Soufflez. tranquille. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui aujourd'hui nous écoutent et nous regardent et qui hésitent à faire du CrossFit? Eh ben, très franchement, faut sauter le pas. Faut sauter le pas. Faut aller ouvrir la porte là, de la salle et franchement, retirer toutes les craintes, ne pas avoir peur, ne pas croire qu'on arrive dans une salle d'haltérophilie de champions du monde, de champions olympiques qui soulèvent des trucs impressionnants et que les gens ils vont pas vous regarder, pas vous sourire. C'est pas ça. Je pense que la pratique du CrossFit, c'est une pratique collective. En plus, je ne l'ai pas suffisamment dit, mais on n'est pas seul, quoi. Et c'est vraiment adapté à tout le monde. C'est vraiment adapté. Il faut y aller, quoi. S'il y a un sport à faire, franchement, hein, si j'avais connu le CrossFit plus tôt, j'aurais commencé plus tôt. Très franchement. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Bah écoutez, je pense qu'on ne peut pas mieux terminer cet échange. Merci beaucoup encore d'avoir pris de ton temps. Surtout, les gens ne le sauront pas, mais c'est un dimanche. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et de ton temps de repos avec toute ta petite famille. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas désormais à nous suivre sur tous les formats podcasts. On est sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Shorts, YouTube format long. Donc, on est sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Salut.